À l'automne de 1895, une femme entra dans la forge d'armurier de Colt Mercer. Elle portait quelque chose qui était mort depuis 22 ans. Avant le coucher du soleil ce jour-là, 3 hommes arriveraient pour la tuer. À la fin de la semaine, une ville qui n'avait jamais existé serait réinscrite dans l'histoire. Et Colt Mercer apprendrait que certaines balles voyagent des décennies avant de trouver leur cible. Mais ce matin-là, il ignorait tout de cela. Chapitre 1. La femme au fusil. Le soleil se leva sur Redemption dans le territoire de l'Arizona à 6h14. Le ciel saignait de rose et d'orange à travers la poussière qui flottait dans l'air comme de la fumée. La chaleur miroitait déjà sur la rue principale, même si l'aube venait à peine de poindre. Dans la forge de Mercer, le feu brûlait depuis 5h30. Colt Mercer actionnait le soufflet avec un rythme régulier. Les charbons viraient au blanc incandescent. Des étincelles dansaient vers le haut comme des lucioles. Il retira un canon de fusil des flammes et abattit son marteau. L'enclume résonnait à chaque coup. Le métal se pliait à sa volonté. La sueur coulait sur son visage. Il l'essuya d'un revers de main et continua de travailler. Il avait 24 ans, mince à cause du travail, pas de la faim. Il se déplaçait dans la forge comme si elle lui appartenait, ce qui était le cas. Son grand-père avait construit cet endroit en 1862. Son père l'avait dirigé jusqu'à ce que Colt soit assez âgé. Maintenant, c'était à lui. La forge sentait comme toujours au petit matin. Le métal chaud et la fumée de charbon. Oh, l'huile pour armes avec cette douceur de pétrole. Le cuir des étuis suspendus au mur. Le vieux bois et le produit pour polir le laiton. C'était l'odeur du travail honnête. L'odeur d'un métier transmis de génération en génération. Colt plaça le canon dans le bac de trempe. La vapeur fusa vers le haut. Il se tourna vers l'établi et prit un chiffon. Il commença à nettoyer les armes à feu alignées pour réparation. Un Colt Peacemaker avec un percuteur cassé. Une Winchester avec une crosse fissurée. Un Smith & Wesson qui avait besoin de nouvelles poignées. Il connaissait les armes comme la plupart des hommes connaissaient leurs propres mains. Il les démontait depuis l'âge de 8 ans. Son grand-père le lui avait appris avant de mourir. Son père avait terminé les leçons. Maintenant, Colt pouvait identifier presque n'importe quelle arme à feu au simple toucher, par le poids et l'équilibre, par le son qu'elle faisait quand on actionnait le mécanisme. Il était bon à ça. Plus que bon, et il le savait. La porte s'ouvrit à 7h18. Colt leva les yeux du Peacemaker. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, en contre-jour par le soleil du matin. Sa silhouette se découpait nettement sur l'éblouissement extérieur. Elle entra. La porte se referma derrière elle. Elle était plus âgée, peut-être 50 ans. Peut-être plus que ça. Difficile à dire. Son visage était ridé mais pas doux. Des pommettes saillantes, des cheveux gris tirés en une simple queue de cheval. Elle portait une veste en toile qui avait connu de meilleures décennies, un jean délavé, des bottes de travail couvertes d'argile rouge. Elle se déplaçait lentement. Pas avec la fragilité de l'âge, avec un soin délibéré, comme quelqu'un qui conserve son énergie pour quand ça comptera. Elle portait quelque chose enveloppé dans une vieille couverture de laine. Khaki olive, couleur réglementaire de l'armée. Il y avait 2 autres clients dans la boutique. Un éleveur nommé Dale Pritchard qui regardait des munitions. Un jeune cowboy qui parcourait l'étalage de nouveaux fusils. Ils se tournèrent tous les deux pour regarder la femme. Elle s'approcha du comptoir. Ne dit rien, resta juste là, tenant le paquet. Colt la regarda à peine. Il serrait la vis de la poignée du Peacemaker. « Je peux vous aider à trouver quelque chose, madame? » La femme ne répondit pas immédiatement. Elle posa le paquet sur le comptoir à 2 mains. Le mouvement était contrôlé. Pas de chute, pas de bruit sourd. Une descente mesurée, comme quelqu'un qui dépose quelque chose de fragile ou de dangereux. Elle le déballa lentement. Le fusil apparut centimètre par centimètre. La rouille couvrait chaque surface visible. Le métal était sombre, oxydé au point de paraître noir par endroits. Le canon présentait des piqûres et de la corrosion. La crosse en bois était fendue dans le sens de la longueur, une fissure allant de la plaque de couche jusqu'au fût. Le grain était gonflé et déformé par l'exposition à l'humidité. On aurait dit quelque chose sorti d'un marécage. Colt reposa le Peacemaker. Il regarda le fusil. Puis la femme, il sourit. Pas méchamment, mais de la façon dont on sourit à une erreur bien intentionnée. « Madame, j'apprécie que vous ayez apporté ça, mais ce truc, c'est de la ferraille. » Il prit le fusil par le canon.
le teint avec deux doigts comme si c'était quelque chose de déplaisant. Le métal était rugueux sous sa prise, des flocons de rouille saupoudraient le comptoir. Honnêtement, ce n'est même pas sûr de l'exposer. Le bois s'est fendu. Le métal est compromis. Si vous essayez de tirer avec ça, ça vous exploserait probablement dans les mains. De l'autre côté de la boutique, Dale eut un petit rire. Le jeune cowboy sourit. Colt reposa le fusil avec un bruit sourd. Le son résonna dans la forge. Je peux m'en débarrasser pour vous si vous voulez. Mais ça n'a aucune valeur. Zéro. La femme ne dit rien. Elle le regardait avec des yeux qui ne clignaient pas aussi souvent qu'ils auraient dû. Son regard était fixe, anormalement calme. Colt se retourna vers le peacemaker, attrapa son tournevis. La voix de la femme s'éleva, douce, à peine plus qu'un murmure. Elle ne correspondait pas à la rudesse de son apparence. Vous devriez peut-être vérifier le numéro de série avant de le jeter. Colt rit, un amusement sincère. Madame, croyez-moi, je fais ça depuis que j'ai 14 ans. Je reconnais de la ferraille quand j'en vois. Elle ne bougea pas, ne sourit pas, ne rompit pas le contact visuel. Le numéro de série, répéta-t-elle. Vérifiez-le, c'est tout. La boutique était devenue silencieuse. Dale avait arrêté de regarder les articles. Le jeune cow-boy observait maintenant. Tout le monde attendait. Colt soupira. Il attrapa une brosse en laiton sur l'établi, une bouteille de solvant, versa une petite quantité sur un chiffon. Très bien, voyons ce que nous avons là. Il commença à frotter la carcasse où le numéro de série devait être estampillé. La brosse faisait un bruit de grattement contre le métal oxydé. Des flocons noirs et rouges rouilles se dispersèrent sur le comptoir comme de minuscules insectes. Le solvant traversa lentement la corrosion. Des chiffres commencèrent à apparaître. Colt frotta plus fort. D'autres chiffres émergèrent de sous la rouille. Sa main ralentit. Le numéro de série n'était pas standard. Le préfixe était incorrect. Alphanumérique au lieu de purement numérique. Le format ne correspondait à aucun modèle de production civile qu'il connaissait. Il se terminait par un tiret et une lettre. Tiret X. Colt arrêta de frotter. Fixa les chiffres. SBI 847X. Il n'avait jamais vu un numéro de série formaté comme ça. Dale se pencha sur le comptoir. « Qu'est-ce que vous avez trouvé? » Colt ne répondit pas. Chapitre 2. Le numéro de série. Colt se dirigea vers l'arrière-boutique sans rien dire. La pièce était petite, plus un placard avec un bureau. Des étagères tapissaient les murs, remplis de livres de références et de catalogues. Des classeurs pleins de documentation que son grand-père avait collectées au fil des ans. Il sortit un volume épais de la deuxième étagère. Numéro de série des armes légères militaires des États-Unis de 1845 à 1885. Couverture rouge. Bord usé par l'usage. Il feuilleta les pages, trouva la section sur le formatage des numéros de série, parcourut les lignes de texte. Près du bas de la page 347, une note de bas de page, en petits caractères. Les désignations de série se terminant par X ou XZ ou ZZ étaient réservées aux programmes d'acquisition expérimentaux ou classifiés. Dossier scellé en vertu de la Directive de sécurité nationale 47B. Contactez les archives historiques du département de la guerre pour toute demande officielle. Colt le lut 2 fois. Il posa le livre, resta là un moment. Puis il retourna au comptoir. La femme n'avait pas bougé. Elle se tenait dans la même position exacte, les mains posées sur le comptoir, le regardant avec cette immobilité troublante. Colt reprit le fusil, cette fois avec soin. Il l'examina différemment maintenant, avec des yeux de professionnel au lieu d'un regard dédaigneux. « Où avez-vous eu ça? » Son ton avait complètement changé. « Il m'a été attribué, » dit la femme. Dale rit, court et sec. « Attribué? Madame, les femmes n'étaient même pas autorisées dans l'armée à l'époque. » La femme tourna lentement la tête vers Dale. Elle ne dit rien. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle réponse aurait pu l'être. Dale arrêta de rire. Colt ignora l'échange. Il regardait le fusil maintenant. Le regardait vraiment. Il attrapa une loupe, examina le filetage du canon. Pas standard d'usine. Travail sur mesure. Usinage de haute précision. Il vérifia l'ensemble de la détente. Composant de qualité match. Ajusté pour une précision de niveau compétition. Il passa ses doigts le long de la culasse, sentit des motifs d'usure inhabituels.
cohérent avec l'utilisation d'un silencieux. Il regarda la crosse. Sous le bois fendu et les dégâts des hauts, de légères gravures étaient visibles, des lettres gravées à la main dans le bois, puis délibérément grattées, obscurcies mais pas entièrement effacées. Colt sortit un pied à coulisse du tiroir à outils, mesura les dimensions de la chambre, vérifia le taux de torsion du canon. Ceci a été construit pour la précision à longue portée, dit-il doucement. Canon de match, spécification de chargement sur mesure. Ce n'était pas un équipement d'infanterie, c'était spécialisé. Il s'interrompit. La femme termina sa phrase. Plateforme de tireur d'élite. Opération Sagebrush, de 1870 à 1873. Laos et Cambodge. Chaque personne dans la boutique cessa de bouger. Dale se figea au milieu d'un pas. La bouche du jeune cowboy était légèrement ouverte. Colt la fixa. Sagebrush était une opération secrète, dit-il lentement. Ce programme est toujours classifié. La plupart, acquiesça-t-elle, sa voix plate et sans émotion. La plupart d'entre nous le sommes aussi, morts ou effacés. Colt sentit son pouls dans ses tempes. Ses mains étaient devenues froides. « Je dois faire une demande, dit-il, à propos de ce numéro de série. Par les canaux officiels. » La femme hocha la tête une fois. « Allez-y. » Colt descendit la rue principale vers le bureau du télégraphe. La chaleur matinale était déjà oppressante. La poussière flottait dans l'air. Quelques habitants se déplaçaient le long des trottoirs en bois. Des chevaux étaient attachés aux poteaux d'attache, la sueur assombrissant leurs flancs. Le bureau du télégraphe se trouvait entre le magasin général et le salon du barbier. Un petit bâtiment, une seule pièce. L'opérateur, un homme nommé Wendell, était assis à son bureau et lisait un journal. « J'ai besoin d'envoyer un message, » dit Colt. Wendell leva les yeux, posa son journal. « Pour où? » « Département de la guerre, Washington. » Les sourcils de Wendell se haussèrent, mais il ne posa pas de questions. Il sortit un formulaire vierge. Colt dicta le message, court et direct. Demande d'information. Numéro de série SB-47X. Stop. Désignation du fusil et classification du programme. Stop. Urgent. Stop. Wendell le tapa sur la clé du télégraphe. Les clics résonnèrent dans la petite pièce. Quand il eut fini, il s'adossa. « Ça pourrait prendre 1 heure ou 2 pour une réponse, dit-il. S'ils répondent, j'attendrai. » Colt s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Regarda la rue dehors. Les minutes s'éternisèrent. 32 minutes plus tard, le télégraphe se mit à cliquer. Wendell attrapa un crayon, commença à écrire. Le message arriva vite. Celui qui l'envoyait était pressé. Quand les clics cessèrent, Wendell arracha le papier. Le tendit à Colt sans un mot. Son visage avait pâli. Colt lut le message. Série SB-47X classifiée. Stop. Ne pas poursuivre. Stop. Étendre contact. Stop. Colt fixa le papier. Le relut. Ne pas poursuivre, dit-il doucement. Wendell se pencha en avant. Dans quoi diable vous êtes-vous fourré, Colt? Colt ne répondit pas. Il plia le message, le mit dans sa poche et sortit. Le chemin du retour vers la forge parut plus long qu'il n'aurait dû. Chapitre 3. L'arrivée du Marshal. Colt poussa la porte de sa forge. La femme était toujours là, toujours debout au comptoir. Elle n'avait pas bougé d'un pouce pendant les 30 minutes où il était parti. Dale et le jeune cowboy étaient partis. La boutique était vide, à l'exception d'elle. « Ils m'ont dit de ne pas poursuivre, » dit Colt. Il posa le télégramme sur le comptoir. « M'ont dit d'attendre le contact. » La femme jeta un coup d'œil au papier. Aucune surprise sur son visage, aucune inquiétude. « Ils viendront, » dit-elle simplement. « Qui viendra? » Avant qu'elle ne puisse répondre, le son leur parvint. Un tonnerre de sabots, plusieurs chevaux se déplaçant rapidement. Colt se dirigea vers la fenêtre, regarda dehors. 3 cavaliers descendaient de la rue principale. Un nuage de poussière les suivait. Ils chevauchaient vite, s'arrêtant devant la forge dans une gerbe de gravier. Des insignes de Marshal des États-Unis brillaient sur leurs gilets. Le cavalier de tête descendit de cheval, un homme d'une 40aine d'années, visage buriné, yeux durs. Il portait des vêtements civils, mais il criait l'autorité fédérale. Les mauvaises chaussures, la mauvaise montre, la mauvaise façon de scanner l'environnement avant d'entrer dans un bâtiment. Il poussa la porte. Ses 2 adjoints le suivirent. « Bon après-midi, »
dit le marshal. Agréable, professionnel. Je suis le marshal des États-Unis, William Cross. Quelqu'un ici a fait une demande concernant une propriété de l'armée, numéro de série SB-46X. Ses yeux balayèrent de la boutique, se posèrent sur Colt, puis sur la femme, puis sur le fusil posé sur le comptoir. Son expression vacilla, juste une seconde. Reconnaissance. Ou peut-être de la peur. C'est moi, dit Colt. J'ai envoyé le télégramme. Cross s'approcha du comptoir, regarda le fusil. Sa mâchoire se serra. Je vais avoir besoin de ce fusil, dit-il. Sa voix était devenue froide. Et j'ai besoin de savoir comment vous l'avez obtenu. Colt désigna la femme. C'est elle qui l'a apporté. Cross se tourna pour la regarder vraiment cette fois. La femme soutint son regard, sans ciller. Madame, dit Cross avec précaution, je vais avoir besoin que vous me disiez où vous avez eu cette arme à feu. Elle m'a été attribuée, dit-elle. Même ton plat, même calme étrange. Opération Sagebrush. D'octobre 1870 à février 1873. Cross devint pâle, vraiment pâle, la couleur quittant son visage comme l'eau d'un tonneau cassé. Cette opération, il s'arrêta, dégluti. Il n'y a aucune trace, ça n'a jamais officiellement... Je sais, l'interrompit la femme. Officiellement, ça n'est jamais arrivé. Officiellement, je suis morte en 73, mais ce fusil dit le contraire. Un des adjoints bougea nerveusement. Sa main se rapprocha de son arme de service. Cross leva une main. Stop. L'adjoint se figea. Qui êtes-vous? Demanda Cross, sa voix à peine plus qu'un murmure maintenant. La femme releva sa manche gauche, lentement, délibérément. Une cicatrice devint visible, longue et déchiquetée, courant de son poignet presque jusqu'à son coude. Une vieille cicatrice chirurgicale, du genre laissé par le retrait d'éclats d'obus. Le tissu était boursouflé et décoloré. Des décennies de guérison l'avaient estompé, mais pas effacé. Éclat d'obus, dit-elle. Frontière cambodgienne. 12 février 1873. Extraction par hélicoptère sous le feu. J'ai perdu 2 coéquipiers ce jour-là. J'ai tué 11 hostiles à 9 centimètres avec des mires en fer parce que la lunette était brisée. Elle désigna le fusil sur le comptoir. Ce canon, ce fusil, cette mission. Cross fixa la cicatrice, puis son visage, puis le fusil. Quelque chose changea dans son expression. L'horreur mêlée à la crainte. « Jésus-Christ, murmura-t-il, vous êtes le fantôme. » Colt regarda entre eux. Quel fantôme? Cross ne quitta pas la femme des yeux. Il y a une légende, dit-il lentement, dans ces contrées, à propos d'une femme qui hante les ruines d'un endroit appelé Silver Point, vêtue de noir, portant un fusil. On dit qu'elle protège quelque chose qui a été pris. On dit qu'on ne peut pas la tuer parce qu'elle est déjà morte. Il fit une pause. Je pensais que c'était juste une histoire. La femme sourit, un sourire mince, sans chaleur. Les légendes commencent quelque part, Marshall. Chapitre 4. Fantômes et légendes. Cross recula du comptoir. Sa main tremblait légèrement. Il la serra en un poing pour arrêter le tremblement. Je dois télégraphier à Fort Prescott, dit-il. C'est au-delà de mon autorité. Je sais, dit la femme. Cross regarda Colt. Ne laissez personne toucher ce fusil. Ne la laissez pas partir. Je serai de retour dans l'heure. Il se retourna et sortit. Ses adjointes le suivirent. La porte claqua. Le silence emplit la forge. Colt resta là, fixant la femme. Son esprit essayait de traiter des informations qui ne cadraient avec aucun de ses schémas de pensée. Finalement, il retrouva sa voix. « C'est quoi ce Silver Point? » La femme se dirigea vers la fenêtre, regarda la rue vide. « C'était une ville, dit-elle. Une petite colonie minière dans le territoire du Nouveau-Mexique. Environ 100 personnes. Des familles, pour la plupart. Des mineurs et leurs femmes, des enfants. » Elle fit une pause. En février 1873, elle a cessé d'exister. Qu'est-ce que vous voulez dire par cesser d'exister? Je veux dire qu'elle a été effacée, brûlée jusqu'aux fondations, chaque bâtiment, chaque personne, retirée de toutes les cartes du territoire, rayée des registres, faire en sorte qu'elle n'ait jamais existé. Colt sentit de l'eau froide couler le long de sa colonne vertébrale. Qui ferait ça? L'armée des États-Unis, dit-elle simplement, sur les ordres d'hommes qui avaient besoin d'enterrer un secret. Des hommes qui savaient que cette ville avait découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Découvert quoi?
La preuve de concession de terres illégales. La preuve que des fonctionnaires territoriaux avaient volé des terres de traité aux Apaches. Des documents falsifiés, des juges soudoyés. Si cette information sortait, des carrières prendraient fin. Des traités s'effondreraient. Peut-être que la guerre reprendrait. Elle se tourna pour lui faire face. Alors, ils ont décidé que le problème était plus facile à résoudre avec le feu et les balles qu'avec la vérité. La gorge de Colt était devenue sèche. « Vous y étiez? Je faisais partie de l'unité qui l'a fait, dit-elle. Aucune émotion dans sa voix, juste un fait. 7 tireurs d'élite positionnés sur la crête au-dessus de la ville. Les ordres étaient simples. Quiconque s'enfuit, vous tirez. Pas de survivants, pas de témoins. Elle retourna au comptoir, baissa les yeux sur le fusil. J'avais 23 ans, la meilleure tireuse de mon unité. Il m'appelait Sagebrush Sept. Colt ne pouvait pas parler. J'ai regardé à travers la lunette cette nuit-là, continua-t-elle. Sa voix était tombée à presque un murmure. J'ai vu des familles en train de dîner. J'ai vu des enfants jouer dans la rue. J'ai vu une femme tenant un bébé. Sa main se déplaça vers le fusil, le toucha doucement, et je n'ai pas pu le faire. Un instant, la forge fut complètement silencieuse. Même le feu semblait retenir son souffle. Quand l'ordre de tirer est venu, j'ai décalé ma visée. J'ai tiré dans ce somme. Des tirs de semonce. J'ai donné aux gens le temps de courir, le temps de se cacher. Certains ont réussi à atteindre la cave. Certains ont réussi à atteindre le désert. Elle leva les yeux vers Colt. 14 personnes ont survécu cette nuit-là parce que j'ai refusé d'obéir aux ordres. 43 sont mortes contre moi-même. Je les entends toutes les nuits. Crier. Brûler. Colt dut s'asseoir. Il attira un tabouret. Ses jambes ne le portaient plus. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mon commandant savait ce que j'avais fait, savait que j'avais désobéi. Une semaine plus tard, j'ai été déclarée morte au combat. Accident d'entraînement. Pratique. Plus facile d'enterrer un programme si tous les opérateurs sont enterrés aussi. Ils vous ont effacé. Ils m'ont donné le choix. Disparaître dans une nouvelle identité avec un soutien complet ou faire face à un tribunal militaire qui exposerait des méthodes opérationnelles encore en usage. Des méthodes qui feraient tuer des gens si elles devenaient publiques. Elle sourit à nouveau. Cette même expression mince et sans humour. J'ai choisi de disparaître. Je suis devenu un fantôme. J'ai vécu tranquillement pendant 22 ans. J'ai déménagé de ville en ville. Je ne suis jamais resté longtemps. Je n'ai jamais utilisé mon vrai nom. Pourquoi vous manifestez maintenant? Ses yeux rencontrèrent les siens. Gris, presque sans couleur, comme un ciel d'hiver. Parce que les hommes qui ont donné ces ordres meurent de vieillesse dans des lits confortables. Leurs victimes ont encore peur de prononcer leur nom. Ce n'est pas la justice. Elle prit le fusil, le serra contre sa poitrine. C'est la seule preuve que l'opération Sagebrush a jamais existé. La seule preuve que ces 43 personnes sont mortes pour rien d'autre que l'ambition de quelqu'un. Je veux que leur nom soit restauré. Je veux que la vérité soit consignée avant que la dernière personne qui s'en souvient ne disparaisse. Colt se leva lentement, s'approcha d'elle. « Quel est votre vrai nom? »« Sarah, dit-elle. »« Sarah Ennis Morrow. » Dehors, le bruit des sabots à nouveau. Plusieurs cavaliers cette fois, plus de 3. L'expression de Sarah ne changea pas, mais quelque chose se modifia dans sa posture. Une préparation de soldats. « Ils arrivent plus vite que je ne le pensais, » dit-elle doucement. Colt se dirigea vers la fenêtre, regarda dehors. Ce n'était pas le marshal qui revenait. Des cavaliers différents. 6 d'entre eux. Ils portaient des vêtements civils mais se déplaçaient comme des soldats. Se dispersant à l'approche, couvrant les angles. Professionnels. Ils n'étaient pas là pour poser des questions. Sarah posa le fusil sur le comptoir. Sa main se déplaça vers son manteau. Colt entrevit un pistolet dans son étui en dessous. « Vous devriez vous mettre derrière le comptoir, dit-elle. Toujours calme, toujours silencieuse. Les choses vont se compliquer. » Les cavaliers s'arrêtèrent dehors, descendirent de cheval. 2 d'entre eux restèrent avec les chevaux. 4 se dirigèrent vers la porte. Le cœur de Colt battait à tout rompre dans sa poitrine. Sarah se tenait parfaitement immobile, les mains ballantes à ses côtés, les yeux fixés sur la porte. Attendant, la porte s'ouvrit. Chapitre 5. Du sang dans la poussière. L'homme de tête franchit la porte. Il était grand, fin de la trentaine. Portait un cache-poussière malgré la chaleur. Ses yeux balayèrent la forge d'un mouvement fluide. Professionnel, calculateur.
Sa main reposait sur le pistolet de sa hanche. 3 autres hommes entrèrent derrière lui. Ils se dispersèrent, couvrant la pièce, bloquant les sorties. Colt reconnut la formation. Ce n'était pas une visite décontractée. « Bon après-midi », dit l'homme de tête. Sa voix était douce, agréable même. « Je cherche une femme, plus âgée. Elle a apporté un fusil hier. » La bouche de Colt était devenue sèche. Il ne répondit pas. L'homme sourit, pas amicalement, le sourire d'un prédateur montrant les dents. Le fusil avait un numéro de série. SBU-7X. Nous avons besoin de ce fusil. Et nous avons besoin de la femme qui l'a apporté. Sarah n'avait pas bougé. Elle se tenait à côté du comptoir, complètement immobile. Son visage ne montrait rien. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » dit Cole. Sa voix sortit plus stable qu'il ne le sentait. L'homme fit un pas en avant. Sa main se resserra sur la crosse de son pistolet. « Mon garçon, laissez-moi être clair. Le colonel Harding nous envoie. Ce fusil doit disparaître ainsi que tous ceux qui l'ont vu. Vous pouvez rendre les choses faciles ou vous pouvez les rendre permanentes. »« C'est votre choix. Les Marshall est déjà passé, » dit Colt. « Il est au courant pour le fusil. C'est une affaire fédérale maintenant. » L'homme rit, court et sec. Le Marshall ne travaille pas pour le colonel, et le bras du colonel est bien plus long que celui d'un simple homme de loi territoriale. Il dégaina son pistolet, lentement et délibérément, le pointa sur la poitrine de Colt. Dernière chance. Où est-ce la femme? Le monde sembla ralentir. Colt vit le doigt de l'homme se resserrer sur la détente, vit le canon de l'arme pointé sur son cœur, vit sa propre mort une seconde avant qu'elle n'arrive. Puis le monde explosa. Crac, le son fut assourdissant dans l'espace clos. Mais il venait de l'extérieur, d'en haut. Le pistolet vola de la main de l'homme, touché en plein dans le pontet. Du sang gicla de ses doigts déchirés. Il hurla et recula en trébuchant. Les 4 hommes plongèrent pour se mettre à l'abri, renversant des bancs, se cachant derrière des tonneaux, les mains cherchant leurs armes. Un autre coup de feu. La fenêtre à côté de la porte vola en éclats. Le verre tomba en pluie. La balle s'enfonça dans le mur à 15 centimètres de la tête du deuxième homme. Colt se jeta au sol, rampa derrière le comptoir. Son cœur battait si fort qu'il pensait que ses côtes pourraient se briser. De quelque part au-dessus, une voix. La voix de Sarah. Mais différente maintenant. Plus dure, avec une autorité sous-jacente. Le prochain traverse l'os. Ancel est partez, vous avez 10 secondes. Colt risqua un coup d'œil par-dessus le comptoir. Sarah se tenait sur le toit du bâtiment d'en face. Sa silhouette se découpait sur le ciel lumineux, son fusil pointé vers la forge, complètement stable, comme si elle avait pris racine dans la toiture. L'homme de tête leva les yeux. Son visage était devenu blanc. Du sang coulait de sa main mutilée. « Le fantôme », murmura-t-il, la terreur dans sa voix. Une terreur réelle. « 8 secondes », cria Sarah. Les 4 hommes se précipitèrent vers la porte, trébuchant les uns sur les autres. L'homme de tête berçait sa main abîmée contre sa poitrine. Ils sortirent en temps de trompe dans la rue, coururent vers leurs chevaux. L'un d'eux eut du mal à monter. Son cheval s'effaroucha et se cabra. Il tomba lourdement dans la poussière. Crac! La terre explosa à 15 centimètres de son visage. Il se releva en vitesse, atteignit son cheval, se hissa en selle. Les 6 cavaliers éperonnèrent durement. Un nuage de poussière s'élevant derrière eux alors qu'ils fuyaient le long de la rue principale, courant comme si le diable en personne les poursuivait. Sarah abaissa son fusil, resta là un moment, les regardant disparaître au loin. Puis elle descendit du toit, se déplaçant comme de l'eau qui coule sur une pente, silencieuse et inévitable. Elle rentra dans la forge. Colt était toujours derrière le comptoir, toujours au sol, les mains tremblantes. Sarah le regarda, aucune expression sur son visage. « Vous devriez fermer, » dit-elle calmement. « Nous devons parler. » Colt verrouilla la porte, retourna le panneau sur fermé, tira les rideaux sur la fenêtre brisée. Ses mains ne voulaient pas s'arrêter de trembler. Sarah attira un tabouret, s'assit à l'établi, posant son fusil sur ses genoux, commença à le nettoyer. Les gestes automatiques, répétés 10 000 fois. « Comment avez-vous... » Colt ne put finir sa phrase. « Atteint le toit. » Sarah passa une baguette de nettoyage dans le canon. Je les ai vus arriver à un demi-mile. Nuage de poussière. 6 cavaliers se déplaçant avec détermination.
Je suis sorti par derrière. J'ai grimpé pendant qu'il descendait de cheval. Elle examina l'arme du canon. Satisfaite, commença à essuyer l'extérieur. Le tir à travers le pontet était à 840 pieds, avec un vent d'ouest d'environ 6 miles par heure. J'ai dû tenir compte de la chute et de la dérive. Elle dit cela comme si elle parlait de la météo. Colt s'assit lourdement sur un autre tabouret. Ses jambes finirent par le lâcher. Ils ont dit que le colonel Harding les avait envoyés. C'est le cas. Qui est-il? Les mains de Sarah s'arrêtèrent sur le fusil. Juste une seconde. Puis elles reprirent leur travail. L'homme qui commandait l'opération Sagebrush. L'homme qui a donné l'ordre de brûler Silver Point. L'homme qui m'a déclaré morte quand j'ai refusé d'assassiner des enfants. Elle leva les yeux, rencontra le regard de Colt. Et l'homme qui a passé 22 ans à s'assurer que personne n'apprenne jamais ce qu'il a fait. Il enverra d'autres hommes. Il le fera. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sarah posa le chiffon de nettoyage, prit le fusil, vérifia le mécanisme. Lisse et parfait. Nous faisons ce pourquoi je suis venu ici. Nous prouvons la vérité et nous nous assurons qu'elle soit consignée avant que Harding ne puisse l'enterrer à nouveau. Elle se leva, se dirigea vers la porte, regarda à travers une fente dans les rideaux. Mais d'abord, vous devez savoir quelque chose sur votre grand-père. L'estomac de Colt se serra. Quoi à son sujet? Son nom était dans les registres d'approvisionnement. Tobias Mercer. Il a fourni des armes et des munitions pour l'opération Sagebrush. Le monde bascula. Colt s'agrippa au bord de l'établi. Non, ce n'est pas. Mon grand-père était un armurier. Il dirigeait cette forge. Il n'aurait pas, il l'a fait. La voix de Sarah n'était pas méchante, mais elle était ferme. Il faisait partie de la chaîne d'approvisionnement, et si j'ai raison, il a gardé des registres, de la documentation, des choses que Harding pense détruites. Elle se tourna pour le regarder. Si vous voulez m'aider, vous devez trouver ce que votre grand-père a laissé derrière lui, car c'est peut-être la seule autre preuve qui existe. Chapitre 6. Les secrets du grand-père. Cette nuit-là, Colt se tenait seul dans la forge. Le feu s'était réduit à des braises, leur lueur rouge projetant des ombres sur les murs. Dehors, la ville était devenue silencieuse, juste le vent et l'aboiement occasionnel d'un chien au loin. Sarah était partie 1 heure plus tôt, disant qu'elle avait un endroit où rester, un endroit sûr. Elle reviendrait le matin. Colt traversa la forge, regardant tout avec des yeux neufs. Son grand-père avait construit cet endroit, chaque poutre, chaque pierre de la cheminée, l'établi où Colt avait appris son métier, les outils suspendus au mur, et quelque part dans ce bâtiment, son grand-père avait caché la preuve d'un massacre. Les yeux de Colt tombèrent sur la porte de la cave. Il n'y était jamais descendu, pas vraiment. Son père lui avait dit que c'était juste du vieil inventaire, des rebuts d'avant le changement de propriétaire. Rien d'important. Rien d'important, dit Colt à la pièce vide. C'est ça. Il attrapa une lanterne, l'alluma. La flamme vacilla et se stabilisa. La porte de la cave était dans le coin du fond, en bois lourd, des charnières en fer rouillées par des années d'humidité. Un cadenas pendait au loquet, vieux, solide. On n'avait jamais donné de clé à Colt. Il alla à l'établi, prit un pied de biche, revint. Le coinça sous le moraillon tira. Le bois se fendit, le cadenas tint bon. Il tira plus fort. Les muscles tendus, la sueur coulant sur son visage malgré l'air frais de la nuit. Le moraillon s'arracha, les vis métalliques sortant du vieux bois. Le cadenas tomba sur le sol avec un cliquetis. Colt ouvrit la porte. Les charnières hurlèrent. Une odeur s'en échappa, de terre humide, de moisissure, de vieux papier, le temps concentré en un parfum. Des marches en pierre menaient dans l'obscurité, étroites, raides. Colt leva la lanterne, descendit prudemment, une marche à la fois. La cave était petite, peut-être 10 pieds sur 12, des murs en pierre, un sol en terre battue, des toiles d'araignées épaisses dans les coins, la poussière recouvrant tout. Et dans le coin le plus éloigné, une malle de voyage. Elle était là, seule, asselée, comme quelque chose en quarantaine, kaki olive, style surplus militaire, coin métallique renforcé, une serrure sur le devant, rouillée mais intacte. Colt s'approcha, s'agenouilla. La poussière sur le couvercle était intacte. Personne n'avait ouvert ça depuis des années, peut-être des décennies. Il essaya la serrure. Solide.
Pas moyen de la casser avec un pied de biche. Il se leva, réfléchit un moment, puis remonta. Dans le tiroir sous la caisse enregistreuse, son père gardait un trousseau de clés, les clés du bâtiment, les clés du coffre, les clés des vitrines et une petite clé en laiton dont Colt n'avait jamais connu l'utilité. Il prit le trousseau, redescendit. La clé en laiton glissa dans la serrure, tourna avec un déclic qui résonna dans le petit espace. La malle s'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des chemises en manille, des dizaines enveloppées dans de la toile cirée pour les protéger de l'humidité, organisées par année, des étiquettes écrites d'une écriture précise. 1873. Colt sortit le premier dossier, le déballa, l'ouvrit. Des pages de registre. L'écriture de son grand-père, soignée, méthodique. 14 avril 1871. Livré à l'unité SB-40 cartouches de calibre 45-70 de qualité match. Autorisation Colonel A. Harding. Destination opération sur le terrain. Paiement en pièces d'or. Une autre entrée. 3 juin 1871. Demande de charge supprimée, vitesse subsonique. Botte non spécifiée. Livré 200 cartouches. Paiement en pièces d'or. 12 septembre 1871. Construction de fusil sur mesure. Spécification calibre 45-70, canon de 30 pouces, qualité match. Monture pour lunettes. Fixation pour BP. Client SB-SEN. Livraison octobre 1871. SB7. Sagebrush. 7. La désignation de Sarah. Les mains de Colt tremblaient. Il posa le dossier, en prit un autre. Des rapports de mission tapés sur du vieux papier, en tête officielle, principalement expurgés, mais il en restait assez. Cible éliminée, engagement à longue portée, identification positive confirmée, extraction de l'équipe réussie, poste de perte, opérateur Sagebrush Sept. Un autre, cache de ravitaillement établi. Coordonnées expurgées. Armurier T. Mercer, inventaire, fusils 7, munitions, 2000 cartouches, fourniture médicale, ration de campagne. Le nom de son grand-père, juste là, faisant partie de tout ça. Colt continua de fouiller, trouva un dossier séparé, plus épais que les autres, simplement étiqueté Silver Point. Il l'ouvrit. Des cartes, dessinées à la main, montrant le plan d'une petite ville, des bâtiments marqués, des positions notées, des angles de tir calculés. Une liste, 7 noms, tous avec la désignation Sagebrush et un numéro. Sagebrush 1, Lieutenant Marcus Reeves. Sagebrush 2, Sergeant Daniel Frost. Sagebrush 3, Caporal James Wu. Sagebrush 4, Soldat Thomas Gray. Sagebrush 5, Soldat Samuel Cross. Sagebrush 6, Soldat David Stone. Sagebrush 7, Soldat Sarah Morrow. En dessous, un ordre, sous-officiel en haut, partiellement brûlé mais lisible. Par ordre du colonel Amos Harding, renseignement de l'armée américaine. Ciblé, Silver Point doit être neutralisé. Tous les témoins éliminés. Toutes les structures détruites. Tous les registres effacés. Cette opération est classifiée en vertu de la Directive de sécurité nationale 47B. Le non-respect de la sécurité opérationnelle entraînera une cour martiale et une exécution. Signé colonel Amos Harding, commandant de la division des opérations secrètes. Daté du 10 février 1873. Au fond de la malle, un autre document. Une lettre, de l'écriture de son grand-père. Pas une entrée de registre. Personnel, Colt la déplia. Le papier se craquela au pli. Il lut. À quiconque trouvera ceci, mon nom est Tobias Mercer. Je suis un armurier, un artisan, un homme de métier. J'ai construit des fusils pour les chasseurs, des pistolets pour les hommes de loi, des outils pour le travail honnête, et j'ai construit des armes pour assassiner des innocents. En 1870, un officier de l'armée est venu me voir, le colonel Harding. Il avait de l'argent, des pièces d'or, et il avait des ordres qui nécessitaient des armes à feu spécialisées, une précision à longue portée, des munitions supprimées, de l'équipement pour des opérations qui ne pouvaient être discutées. Je n'ai pas posé de questions. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Je me suis dit que j'étais juste un armurier.
Ce qu'ils faisaient avec les armes que je construisais était leur problème, pas le mien. Le 11 février 1873, j'ai appris ce qu'ils avaient fait. Une ville appelée Silver Point, population 96, brûlée jusqu'aux fondations. Chaque homme, femme et enfant chassés comme des animaux, abattus dans la rue, dans leur maison, dans l'église où ils pensaient que Dieu les protégerait. 43 morts, 14 n'ont survécu que parce qu'un opérateur a refusé d'obéir aux ordres. J'ai construit les fusils qui les ont tués. J'ai chargé les munitions. J'ai pris des pièces d'or tachées de leur sang. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Je ne peux pas les ramener. Mais je peux préserver la vérité. Je peux documenter ce qui s'est passé. Et je peux laisser cette vérité à quelqu'un d'assez courageux pour la dire. Dans cette malle se trouve tout. Les ordres, les cartes, les listes. La preuve que l'opération Sagebrush a existé. La preuve que Silver Point était réelle. La preuve que 43 personnes sont mortes pour rien d'autre que l'ambition d'un homme. Il y a aussi une carte, les coordonnées d'une cache d'urgence que j'ai enterrée à Silver Point avant l'assaut. Cave de l'église. Plus de documentation là-bas. Des preuves que Harding pense détruites. Si vous lisez ceci, quelqu'un pose des questions. Quelqu'un essaie de découvrir ce qui a été enterré. Aidez-les. Les morts méritent qu'on se souvienne d'eux. La vérité mérite d'être dite. Que Dieu me pardonne ce dont j'ai fait partie. Qu'il vous donne la force de finir ce que je n'ai pas pu. Tobias Mercer. 3 août 1878. La lettre se terminait là. Colt s'assit sur ses talons. La flamme de la lanterne vacilla. Des ombres dansèrent sur les murs de la cave. Son grand-père avait su, avait porté ce poids, était mort avec ça le rongeant. Et maintenant, c'était le fardeau de Colt. Il entendit des pas au-dessus, à l'étage principal. Des bottes lourdes. Le cœur de Colt fit un bond. Il se leva. Il attrapa la lettre et la porte de la cave s'ouvrit. Une silhouette bloqua la lumière d'en haut. Colt. La voix de son père. Je suis là, en bas. Appela Colt. Daniel Mercer descendit les escaliers, vit la malle ouverte, vit les papiers dans les mains de Colt. Son visage devint blanc. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Chapitre 7, l'avertissement. Daniel fixa la malle, les dossiers étalés sur le sol en terre battue, la lettre dans la main de Colt. Je t'avais dit que cette porte restait verrouillée, dit-il. Sa voix tremblait. Je t'avais dit que ce n'était rien d'important. Tu as menti, dit Colt platement. Je te protégeais. La voix de Daniel monta. La colère et la peur se mélangeant. Ton grand-père m'a fait promettre, m'a fait jurer que je n'ouvrirais jamais cette malle, que je ne te dirais jamais ce qu'il y avait dedans. Pourquoi? Parce que les hommes qui savent des choses dangereuses meurent de mort dangereuse. Oh, c'est distant ça, monsieur. Daniel s'approcha. Tu crois que je ne sais pas que ce qu'il y a là-dedans? Tu crois que je n'ai jamais regardé? J'avais 18 ans quand il est mort. J'ai trouvé la malle, j'ai lu les lettres, j'ai appris ce qu'il avait fait, ce dont il faisait partie. Il désigna la malle, et j'ai fait le même choix que lui. Le garder enterré, le garder secret, garder ma famille en sécurité. Colt leva la lettre. Grand-père voulait que la vérité soit dite. Il a laissé ça pour une raison. Il l'a laissé parce qu'il était mourant, rongé par la culpabilité et désespéré de rédemption. Le visage de Daniel était devenu rouge, mais il m'a aussi dit avec son dernier souffle que si j'avais un jour un fils, je devrais le tenir éloigné de ça, très loin, parce que les hommes qui ont donné ces ordres sont toujours en vie, toujours puissants, et ils tueront pour garder leur secret. L'un d'eux a déjà essayé. Cet après-midi, Daniel se figea. Quoi? 6 hommes sont venus à la forge. On dit qu'ils travaillaient pour le colonel Harding, voulaient le fusil, voulaient la femme qui l'avait apporté. L'un d'eux a pointé une arme sur moi, Jésus-Christ. Daniel s'assit lourdement sur les escaliers. Tu es blessé? Non. Sarah les a arrêtés. Sarah, la femme. Son nom est Sarah Morrow. Elle était Sagebrush Sept, l'opérateur qui a refusé de tirer sur les civils, celle que grand-père mentionne dans sa lettre. La tête de Daniel tomba dans ses mains. C'est de la folie. C'est... Tu dois laisser tomber. Donne-leur le fusil. Dis-leur que tu ne sais rien. Reste en dehors de ça. Je ne peux pas. Si tu peux, contente-toi de t'en aller. Grand-père n'a pas pu s'en aller. Il a porté cette culpabilité jusqu'à sa tombe.
Tu l'as porté aussi. Je le vois sur ton visage. Colt s'agenouilla, rencontra les yeux de son père. 43 personnes sont mortes. Leurs noms ont été effacés. Leur ville a été rayée de toutes les cartes. Sarah a passé 22 ans morte parce qu'elle a essayé de les sauver. Et maintenant, elle demande de l'aide pour réparer ça. Et tu penses que tu peux l'aider? Toi, Daniel rit, amer et dur. Tu es un armurier, Colt, pas un soldat, pas un homme de loi. Tu fabriques des fusils et tu répares des détentes et tu t'occupes de tes affaires. Je suis le petit-fils de Tobias Mercer. Ce sont mes affaires. Daniel se leva, monta les escaliers sans un autre mot. Un haut, il se retourna. Alors tu fais ça seul. Je ne t'aiderai pas à te faire tuer. Il s'éloigna. Colt entendit la porte d'entrée claquer. La cave retomba dans le silence. Colt regarda les papiers dans ses mains, la malle pleine de secrets, le poids que son grand-père avait porté. Et il fit son choix. Chapitre 8. La nuit où elle a refusé. Sarah revint à l'aube. Colt était toujours dans la forge. Il n'avait pas dormi. Il était assis à l'établi, le dossier de Silver Point ouvert devant lui, des cartes, des ordres et des preuves étalées sur le bois. Elle le regarda. Les papiers, l'épuisement sur son visage. Vous l'avez trouvé, dit-elle. Tout, tout ce que grand-père a gardé. Les ordres, les listes, sa confession, même les coordonnées d'une cache qu'il a enterrée à Silver Point avant l'assaut. Sarah s'approcha du banc, regarda les documents. Son visage ne montrait rien, mais sa main trembla légèrement quand elle toucha la liste. Vit son nom y figurer. « J'ai besoin que vous me disiez ce qui s'est passé, » dit Colt, « la vraie histoire, pas la légende. J'ai besoin de comprendre à quoi j'aide. » Sarah attira un tabouret, s'assit, fixa les papiers un long moment, puis elle commença. 11 février 1873, 6 heures du soir, Silver Point, territoire du Nouveau-Mexique. Sa voix était plate, sans émotion, comme si elle lisait un rapport. Petite ville minière, peut-être 100 personnes. Des familles, pour la plupart. Les hommes exploitaient des concessions d'argent dans les collines, des femmes s'occupaient de la maison. Les enfants allaient à l'école dans un bâtiment d'une seule pièce près de l'église. Elle fit une pause. Nous les observions depuis 3 jours, depuis la crête au-dessus de la ville, observant les habitudes, comptant les gens, identifiant les sorties, planifiant les champs de tir. Colt ne dit rien. Il écoutait simplement. Le colonel Harding a donné le briefing final à 4 heures. Il nous a expliqué la mission, nous a dit pourquoi. Il a dit que la ville avait découvert des preuves de concession de terres illégales. La preuve que des fonctionnaires territoriaux avaient volé des terres du traité Apache, des documents falsifiés pour rendre cela légal. Si cette information parvenait aux journaux, des carrières prendraient une fin. Les traités seraient contestés. Tout le gouvernement territorial pourrait s'effondrer. Les yeux de Sarah étaient devenus lointains, voyant quelque chose 22 ans dans le passé. Il a dit que la solution était simple. La ville devait disparaître, les preuves devaient être détruites, les témoins devaient être éliminés. Faire passer ça pour un raid Apache, rejeter la faute du massacre sur les hostiles, pas d'enquête, pas de questions. Elle prit une inspiration. Nous étions des soldats. Nous suivions les ordres. C'est ce que nous nous disions. C'est comme ça que nous le justifions. Colt regarda son visage, vit le muscle de sa mâchoire se contracter. À 6h30, l'ordre est tombé. Feu à volonté. Le soleil se couchait, une lumière orange saignant à travers le ciel. Les ombres s'allongeant. Sarah était allongée sur la crête, le fusil calé sur un bipied. L'œil à la lunette, respiration lente et régulière. En bas, la ville s'installait pour la soirée. Des lampes s'allumaient aux fenêtres. Des familles se rassemblaient pour le dîner. Une femme étendait du linge. 2 enfants jouaient avec un chien. Dans son oreille, la radio crépita. La voix de Harding. Toutes les unités, exécutées. Le long de la ligne, les fusils commencèrent à tirer. Le son roulant comme le tonnerre. En bas, un homme tomba dans la rue. Puis un autre. Les gens crièrent, coururent pour se mettre à l'abri. Les bâtiments s'enflammèrent. Munitions incendiaires. Les structures étaient vieilles. Du bois sec, elles prirent feu rapidement. Sarah suivit une cible à travers sa lunette. Une femme qui courait, portant quelque chose. Un enfant, peut-être 2 ans.
Son réticule se centra sur le dos de la femme. Tir facile. 469. Pas de vent. Visée parfaite. Son doigt reposait sur la détente. Une pression de 2 livres. C'est tout ce qu'il fallait. Elle vit le visage de la femme, jeune, peut-être 25 ans, terrifiée. Elle vit l'enfant, regardant par-dessus l'épaule de la femme, les yeux grands ouverts. Ne comprenant pas, le doigt de Sarah se figea. Elle ne pouvait pas le faire. Elle décala sa visée, vers le bas, vers le sol devant la femme. Tira. La terre explosa. La femme cria, changea de direction, plongea derrière un bâtiment. Dans son oreille, la voix de Harding. En colère, Sagebrush Sept, vous avez manqué. Réacquérez la cible. Sarah suivit à nouveau la femme. Elle courait vers l'église. L'enfant toujours dans ses bras. Sarah tira à nouveau. Dans le sol, tir de semonce. La femme atteignit l'église. Disparut à l'intérieur. Tout autour, la ville brûlait. Les gens couraient. Les membres de l'unité les abattaient systématiquement. Professionnel, efficace, sans pitié. Sarah vit une famille se cachant dans un chariot. Père, mère, 3 enfants. Elle décala sa visée, tira au-delà d'eux. Dans la roue du chariot, ils se dispersèrent, coururent vers le désert. Dans l'obscurité, elle leur fournit un tir de couverture, faisant croire qu'elle tirait sur eux. Mais chaque balle passait à côté, délibérément. Sagebrush Sept. Qu'est-ce que vous fichez, bon sang? La voix de Harding hurlait maintenant. Sarah ne répondit pas, continua juste de tirer, de manquer, donnant aux gens le temps de courir. Au moment où le soleil se coucha complètement, 14 personnes avaient réussi à sortir, disparues dans la nuit. 43 gisaient mortes dans les rues. La ville brûla toute la nuit. Au matin, il ne restait que des cendres et des os. La voix de Sarah revint au présent. Harding savait ce que j'avais fait, savait que j'avais désobéi. Il aurait pu me faire passer en cour martiale, aurait pu me faire exécuter. Elle regarda Colt, mais cela aurait nécessité un procès. Un procès aurait nécessité d'expliquer ce que nous faisions, quelle était la mission. Alors à la place, il m'a offert un marché. Disparaître, dit Colt. Disparaître, nouvelle identité, nouvelle vie. Et si jamais je parlais de Silver Point, il finirait ce que j'avais arrêté. Traquerait les 14 survivants, les tuerait, eux et leurs familles, enterrerait la vérité si profondément qu'elle ne referait jamais surface. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre, regarda la lumière du matin. Alors je suis devenu un fantôme. J'ai déménagé de ville en ville. Je ne suis jamais resté longtemps. Je n'ai jamais raconté mon histoire. Pendant 22 ans, je me suis tu. Tandis que Harding devenait un colonel respecté, a pris sa retraite avec les honneurs, a acheté un ranch avec l'or qu'il avait pris, est devenu un politicien territorial. Elle se retourna. Mais il est vieux maintenant, 73 ans, mourant, un cancer, j'ai entendu. Et avant qu'il ne meure confortablement dans son lit, je veux que la vérité soit consignée. Je veux que ces 43 noms soient restaurés. Je veux que les 14 survivants sachent qu'ils peuvent parler en toute sécurité. Et vous voulez qu'il fasse face à ce qu'il a fait. Je veux la justice, même si elle arrive trop tard. Colt se leva, se dirigea vers la malle, sortit la carte que son grand-père avait laissée. Grand-père a enterré de la documentation à Silver Point, cave de l'église. Si elle est toujours là, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Des ordres avec la signature de Harding. La preuve que le massacre était délibéré. Des preuves pour étayer votre témoignage. Sarah regarda la carte. Sa mâchoire se serra. Alors nous partons. Harding enverra plus d'hommes. Je sais. Ils essayeront de nous tuer. Ils essayeront. Colt plia la carte, la mit dans sa poche. Quand partons-nous? Sarah sourit. Le premier vrai sourire que Colt avait vu d'elle. Sombre, mais sincère. Demain à l'aube. Apportez des munitions. La route est longue, et nous ne serons probablement pas seuls. Chapitre 9. La décision de partir. Le Marshal Cross retourna à la forge en milieu de matinée. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi. Il descendit de cheval lentement, attacha son cheval au poteau d'attache, entra. Colt était à l'établi, organisant des provisions, munitions, gourdes, cordes, de la nourriture qui durerait une semaine dans des sacoches. Sarah était assise dans un coin.
nettoyant son fusil pour la troisième fois ce matin-là. Cross regarda entre eux. Les provisions, la détermination sur leur visage. « Vous y allez, dit-il. Ce n'était pas une question. »« Oui, répondit Sarah. Cross enleva son chapeau, passa sa main dans ses cheveux, s'assit lourdement sur un tabouret. « J'ai télégraphié à Fort Prescott la nuit dernière. Je leur ai tout dit. Ils transmettent les ordres dans la chaîne de commandement, essayant de trouver comment gérer ça, mais ça prend du temps, des jours, peut-être des semaines. » Il regarda Sarah. « En attendant, ils vous veulent en garde à vue, maison sûre, garde armée, jusqu'à ce qu'ils puissent nous convoquer une enquête en bonne et due forme. Non. L'homme, le colonel Harding, a des ressources, de l'argent, des hommes. Il a déjà envoyé une équipe après vous. La prochaine fois, il y en aura plus, mieux armés, mieux préparés. » Sarah posa son chiffon de nettoyage, rencontra les yeux de Cross. « Je suis en garde à vue depuis 22 ans, Marshall. D'un autre genre, mais en garde à vue quand même. J'ai fini de me cacher. J'ai fini d'attendre que des hommes dans des bureaux décident de mon sort. Alors laissez-moi vous aider. Je peux rassembler un détachement. 6 bons hommes. Nous partons avec vous. Assurons la sécurité. » « Non, » dit à nouveau Sarah. « Ça doit être discret. Petit groupe, déplacement rapide. Vous amenez 6 adjoints. Harding saura que nous arrivons. Il aura 20 hommes qui attendent. » Cross se pencha en avant. « Alors, quel est votre plan? » Colt prit la parole. « Nous allons à Silver Point. Mon grand-père a laissé les coordonnées d'une cache qu'il y a enterrée. Cave de l'église. Documentation. Des preuves que Harding pense détruites. Nous les récupérons, les ramenons, les présentons à Fort Prescott. Silver Point est à 3 jours de route à travers un territoire que Harding contrôle. Son ranch est à 20 miles de ses ruines. Il aura des yeux partout. Alors nous contournons, nous prenons la longue route à travers le pays des canyons. » Cross secoua la tête. « Ça ajoute 2 jours. Et ce pays est dangereux. Des canyons en cul-de-sac. Les Apaches y font encore des raids. Pas d'eau sur des miles. »« Mais Harding ne s'y attendra pas, » dit Sarah. « Il surveillera les routes directes, pas le chemin difficile. » Cross se leva, se dirigea vers la fenêtre, regarda la rue. « Il y a une autre chose que vous devriez savoir, à propos de Silver Point, à propos de ce qui s'y est passé. » Il se retourna. Il y a eu des survivants, 14 personnes. Ils se sont dispersés après le massacre. La plupart sont allés vers l'Est, ont changé de nom, ont recommencé à zéro. Mais quelques-uns sont restés sur le territoire. Trop effrayés pour fuir, trop brisés pour recommencer. « Savez-vous où ils sont? » demanda Colt. « L'un d'eux est ici, à Redemption. » Le silence emplit la forge. « Qui? » demanda doucement Sarah. « Un homme nommé Alias Pruitt. Il se fait appeler Jack Rabbit. Un vieil éclaireur de cavalerie. Boite trop. Dort dans l'écurie la plupart des nuits. L'ivrogne de la ville. » Cross se dirigea vers la porte, remit son chapeau. Il était à Silver Point. A perdu sa femme et sa fille cette nuit-là. Essaie de se tuer à petit feu depuis. Mais il était là. Il sait ce qui s'est passé. Et si vous allez dans ce territoire, vous devriez lui parler d'abord. Il trouvait un Jack Rabbit au saloon. Il était à peine midi, mais il en était déjà à son 3e verre. Assis seul à une table d'angle, fixant le vide, ses mains tremblaient quand il levait son verre. Il était plus vieux que ce à quoi Colt s'attendait. Peut-être 60 ans, peut-être plus. Difficile à dire. Visage buriné, barbe grise. Des yeux qui avaient trop vu et voulaient désespérément oublier. Sarah s'approcha de sa table. Resta là jusqu'à ce qu'il lève les yeux. La reconnaissance vacilla sur son visage. Puis la peur. Il essaya de se lever. Trébucha, se rassit lourdement. « Vous, murmura-t-il, doux Jésus, vous êtes réel. »« Je suis réel, » dit Sarah. « Je pensais, les histoires disent que vous êtes un fantôme, que vous hantez les ruines, qu'on ne peut pas vous tuer parce que vous êtes déjà morte. Les histoires ont à moitié raison. Je suis morte en 1873, mais je respire encore. » Les mains de Jack Rabbit tremblaient encore plus maintenant. Il attrapa son verre, le vida, fit signe pour un autre. Sarah s'assit en face de lui. Colt se tenait à proximité, observant. « J'ai besoin de vous demander quelque chose, Elias, » dit doucement Sarah. « Non, s'il vous plaît,
Je ne peux pas en parler. Je sais, et je suis désolé, mais il est temps, plus que temps. Jack Rabbit ferma les yeux. Des larmes s'en échappèrent, coulèrent dans sa barbe. Ils les ont tous tués. Mais Mary, ma petite fille Emma, elle avait 7 ans. 7. Sa voix se brisa. Je me suis caché dans le puits. J'ai entendu les tirs. J'ai entendu les cris. J'ai entendu Emma m'appeler et je me suis caché comme un lâche. Vous avez survécu, dit Sarah. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie. J'aurais dû me battre. J'aurais dû faire quelque chose. Vous seriez mort, alors il n'y aurait plus personne pour se souvenir d'eux. Jack Rabbit ouvrit les yeux, la regarda. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après toutes ces années? Parce que l'homme qui a ordonné ça est toujours en vie, toujours libre, toujours dormant paisiblement pendant que votre femme et votre fille reposent dans une tombe anonyme. Et je vais changer ça. Elle se pencha en avant. Nous allons à Silver Point, aux ruines. Il y a des preuves cachées là-bas. La preuve de ce qui s'est passé. Une preuve qui peut mettre Harding devant un tribunal. Il vous tuera. Il a des hommes, de l'argent, du pouvoir. Il essaiera, mais je suis difficile à tuer. Et je ne suis pas seul cette fois. Jack Rabbit regarda Colt, puis de nouveau Sarah. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Un témoin, quelqu'un qui était là, quelqu'un qui peut témoigner de ce qui s'est passé le moment venu. Je suis un ivrogne, personne n'écoute les ivrognes. Moi, je vous écouterai, dit Sarah. Le tribunal écoutera, et quand nous ramènerons cette preuve, votre témoignage comptera. Votre femme aura de nouveau un nom. On se souviendra de votre fille. Jack Rabbit resta silencieux, ses mains tremblant toujours. Puis lentement, il hocha la tête. Quand partons-nous? Ils partirent dans la première lueur le lendemain matin. 3 cavaliers, 3 chevaux chargés de provisions, se dirigeant vers l'ouest hors de Redemption. Sarah sur une jument grise, stable et calme, Colt sur un hongre bail, le fusil de son grand-père dans un fourreau de sel, le dossier de Silver Point enveloppé dans de la toile cirée dans sa sacoche, Jack Rabbit sur un vieux rouan, sobre pour la première fois depuis des années. Ses mains avaient cessé de trembler, ou peut-être qu'il le cachait simplement mieux. Le Marshal Cross les regarda partir depuis les marches de son bureau. Il n'avait pas essayé de les arrêter, n'avait pas offert d'aide à nouveau, juste un hochement de tête alors qu'il passait. Le matin était frais, le soleil se levant à peine sur les collines de l'Est. De longues ombres s'étiraient sur le sol du désert. Ils chevauchèrent en silence pendant la première heure. Puis Sarah parla. La route des canyons nous prendra 5 jours, peut-être 6. L'eau sera rare après le 2e jour. Et si les hommes de Harding nous trouvent dans des canyons, il n'y a pas d'issue. Nous serons piégés. Alors on ne se fait pas se trouver, dit Colt. C'est le plan. Jack Rabbit s'approcha d'eux. Il y a un vieux sentier à travers le territoire Apache. Personne ne l'utilise plus. Trop dangereux, mais il raccourcit le voyage de 2 jours. Sarah le regarda. À quel point dangereux? Les raids Apache se produisent encore, pas souvent. Mais ils se produisent. Et il n'y a pas d'eau, pas d'abri, juste de la roche, du sable et de la chaleur. Mais Harding ne le surveillera pas. Les hommes de Harding n'y vont pas, trop intelligents pour risquer leur scalp. Sarah réfléchit, puis hocha la tête. On le prend. Ils changèrent de cap, se dirigeant maintenant vers le nord-ouest, dans un pays qui devenait plus difficile à chaque mail. Chapitre 10. Embuscade dans le canyon. Le canyon apparut le 3e jour, une entaille dans la terre, des parois de roches rouges s'élevant à 300 pieds de chaque côté, assez étroit pour que le soleil n'atteigne le fond qu'1 heure à midi. Le sentier serpentait à travers, des lacets et des virages serrés, des roches meubles sous les pieds. Un faux pas et un cheval pouvaient tomber, se casser une jambe, laisser un cavalier bloqué. Sarah menait la marche, les yeux scrutant la crête au-dessus. Jack Rabbit assurait l'arrière-garde, surveillant leur piste. Colt chevauchait au milieu, se sentant exposé, vulnérable. Les murs semblaient se pencher, oppressants. « C'est ici qu'ils nous ont frappés », dit doucement Jack Rabbit. En 73, l'unité Sagebrush s'est installée dans ces rochers. Il désigna un affleurement à 200 pieds de hauteur. Position de tireur d'élite parfaite, ligne de tir claire, bonne couverture. « Vous étiez ici ?» demanda Colt. « J'apportais des provisions à Silver Point, 3 chariots, 8 hommes. Ils ont ouvert le feu juste après midi.
ont tué 5 d'entre nous dans les 30 premières secondes. Le reste d'entre nous s'est dispersé. Je m'en suis sorti parce que mon cheval était rapide et que j'ai eu de la chance. Sa voix était devenue plate, se souvenant. Sarah leva la main. Stop. Les 3 cavaliers s'arrêtèrent. Elle pencha la tête, écoutant. Colt l'entendit aussi. Un son qui n'avait rien à faire là, du métal sur de la roche, faible, lointain. Il y a quelqu'un là-haut, dit Sarah. Crac. Le coup de fusil résonna comme le tonnerre dans l'espace clos. La balle frappa la paroi rocheuse à côté de la tête de Colt. Des éclats de pierre lui piquèrent le visage. « À terre! » cria Sarah. Les 3 cavaliers plongèrent de leur selle, se jetèrent au sol, se précipitèrent pour se mettre à l'abri derrière des rochers. D'autres tirs, 4, 5, 6, des balles ricochant sur la pierre, sifflant dans l'air comme des frelons en colère. Les chevaux paniquèrent, se cabrèrent et ruèrent. Le hongre de Colt se détacha, redescendit le canyon en courant. La jument de Sarah tint bon, entraînée au tir. Jack Rabbit attrapa les rênes de son rouan, s'y accrocha. « Combien? » cria Colt. Sarah grimpait déjà sur la paroi rocheuse, utilisant les fissures et les rebords, se déplaçant comme de l'eau qui coule sur une pente, naturelle et inévitable. Elle atteignit une position à 20 pieds de hauteur, se mit à l'abri derrière un affleurement, sortit son fusil, balaya la crête du canyon. « 6 tireurs! » cria-t-elle. « 3 sur la crête nord, 3 sur la crête sud. Espacement professionnel, bonne position. » Une autre salve, des balles déchiquetant les rochers où il se cachait. Jack Rabbit sortit un fusil de son fourreau de sel, une vieille Winchester. Il vérifia le chargement, engagea une cartouche dans la chambre. Ses mains étaient instables maintenant, le vieil entraînement revenant. Il se pencha autour de son rocher, tira 3 coups rapides sur la crête nord. Terre de couverture. Sarah profita de la diversion, changea de position, monta encore de 15 pieds, trouva un meilleur angle. Elle visa, respira, tira. 200 yards, angle ascendant, vent tourbillonnant dans le canyon. Un homme hurla, tomba de la crête nord, dévala la paroi rocheuse, heurta le fond du canyon avec un son que Colt entendrait dans ses cauchemars. La fusillade s'arrêta, les assaillants se repositionnant, réévaluant. Sarah bougea à nouveau, silencieuse comme un fantôme. Elle atteignit le sommet de la paroi sud, disparut par-dessus la crête. Pendant 30 secondes, rien. Puis des tirs rapides. Le fusil de Sarah, 3 coups, rapides et précis. 2 autres hommes tombèrent de la crête sud, l'un déjà mort, l'autre hurlant tout le long de sa chute. Les tireurs restant s'enfuirent. Colt les entendit courir, des bottes sur la roche, des chevaux étant montés, des bruits de sabots s'estompant au loin. Sarah apparut sur la crête, se tint là, sa silhouette se découpant sur le ciel lumineux, son fusil encore fumant. « C'est bon! » cria-t-elle. Jack Rabbit abaissa sa Winchester, laissa échapper un souffle qu'il avait retenu. Colt sortit de sa cachette, les jambes tremblantes. Il se dirigea vers l'endroit où le premier homme était tombé, regarda le corps, jeune, peut-être 25 ans, portait des vêtements civils mais du matériel de qualité militaire, un fusil Sharps, fait sur mesure, cher. « Des mercenaires, » dit Sarah. Elle était redescendue. Les hommes de Harding, des tireurs professionnels. Ils savaient que nous venions, dit Jack Rabbit, connaissant cette route. Sarah s'agenouilla près du corps, fouilla ses poches, trouva un morceau de papier, le déplia, une carte, dessinée à la main, montrant le système de canyon. Leur itinéraire prévu marqué en rouge. Les positions d'embuscade notées. Et en bas, une signature. Colonel A. Harding. Sarah se leva, plia la carte, la mit dans sa poche. Il est en avance sur nous. Sait où nous allons, sait ce que nous cherchons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Colton. Sarah regarda vers l'ouest, vers Silver Point, vers les ruines. On va plus vite. Chapitre 11. Une ville de fantômes. Ils atteignirent Silver Point au coucher du soleil le 5e jour. La ville apparut soudainement, s'élevant du désert comme un rêve fiévreux ou un cauchemar. Il ne restait rien. Aucun bâtiment debout, juste des fondations, du bois calciné, des murs effondrés, des cheminées en pierre s'élevant vers le ciel comme des doigts squelettiques. Le désert avait repris la plupart de l'endroit,
des armoires poussant à travers les planchers, du sable dérivant sur ce qui était autrefois des rues, des lézards se prélassant sur ce qui était autrefois des seuils de porte. 22 ans, c'est tout ce qu'il a fallu pour qu'une ville devienne un fantôme. Sarah arrêta son cheval au bord des ruines, resta là, sans bouger. Son visage était un masque, mais Colt vit ses mains se resserrer sur les rênes. Jack Rabbit descendit de cheval, entra lentement dans les ruines, ses bottes craquant sur du verre brisé, sur des os. Là, dit-il en pointant du doigt, c'était le magasin général, et là, c'était de l'école, et là, sa voix se brisa. Là, c'était ma maison. Il se dirigea vers une fondation, s'agenouilla, passa ses mains sur la pierre noircie. Emma jouait ici, dans la cour. Elle avait une poupée. Mary la lui avait faite, cousue avec de vieux tissus. Emma l'emportait partout. Il leva les yeux vers eux, des larmes coulant sur son visage. Est-ce qu'elle est encore là, vous pensez, la poupée, sous toutes ses cendres et ses ruines? Sarah descendit de cheval, s'approcha de lui, posa sa main sur son épaule. Nous chercherons, dit-elle doucement, quand tout ça sera fini, nous reviendrons et nous la trouverons. Jack Rabbit hocha la tête, incapable de parler. Colt descendit aussi, mena son cheval dans les ruines. Le soleil se couchait rapidement, les ombres s'allongeant, la température baissant. Il regarda autour de lui, essayant d'imaginer cet endroit vivant, des familles, des enfants, des rires, des conversations et de la vie, tout disparu, effacé en une nuit. L'église, dit Sarah. Elle pointait du doigt le côté opposé de la ville. La fondation était plus grande que les autres, en pierre, plus solide, et une partie de la structure était encore debout. Des murs de 3 pieds de haut, le toit effondré vers l'intérieur, mais l'entrée de la cave était visible, un escalier en pierre menant dans l'obscurité. Ils s'en approchèrent. L'entrée était bloquée, des décombres, des poutres brûlées, 22 ans de décomposition. « Il va falloir creuser, dit Colt. Ils travaillèrent tandis que le soleil se couchait, déplaçant des pierres, retirant du bois calciné, leurs mains saignant, leur dos endolori. L'obscurité tomba. Ils allumèrent des lanternes, continuèrent de travailler. Jack Rabbit creusait comme un possédé, jetant des pierres de côté, griffant les débris, désespéré de trouver quelque chose, n'importe quoi. 2 heures plus tard, ils percèrent. L'escalier s'ouvrit, un trou noir menant vers le bas, de l'air froid montant d'en bas, sentant la terre, le temps et la mort. Sarah prit une lanterne, descendit la première. Colt suivit. Jack Rabbit vint en dernier. La cave était petite, des murs en pierre, un sol en terre battue. L'eau s'était infiltrée au fil des ans. Tout était humide, couvert de moisissures. Et au centre du sol, des os, de petits os, d'enfants. Ils gisaient blottis les uns contre les autres, 10 ou 12 squelettes. Difficile à dire, ils étaient morts en se tenant, cherchant du réconfort dans l'obscurité. Sarah s'arrêta, se tint parfaitement immobile, la lanterne tremblante dans sa main. Colt vit son visage, vit le masque se fissurer, vit le chagrin en dessous. Elle posa la lanterne, s'agenouilla à côté des os, tendit la main, toucha doucement un petit crâne. « Je les ai entendus, murmura-t-elle. Cette nuit-là, je les ai entendus crier, je les ai entendus appeler à l'aide, et je n'ai pas pu. » Sa voix se brisa. Pour la première fois depuis que Colt l'avait rencontré, Sarah Morrow pleura. Pas fort, pas de façon dramatique, juste des larmes, silencieuses et constantes, coulant sur son visage, tombant sur les os d'enfants qu'elle n'avait pas pu sauver. Jack Rabbit s'agenouilla à côté d'elle, passa son bras autour de ses épaules. « Vous en avez sauvé 14, dit-il, sa voix rauque. Ma cousine Rachel, sa fille, elles ont vécu grâce à vous. Elles sont en Californie maintenant, en sécurité, heureuses, parce que vous avez refusé. Mais ces enfants, Sarah ne put finir. Ces enfants sont morts à cause de Harding, pas à cause de vous. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, tout. » Colt se détourna, leur laissa de l'intimité, se dirigea vers le coin le plus éloigné de la cave. Et là, partiellement enterré sous les décombres, il le vit. Une boîte en métal de type militaire, scellée par un cadenas. Il la dégagea, brossa la terre. Le cadenas était rouillé mais intact. « Sarah, dit-il doucement. »
Elle leva les yeux, vit la boîte, se leva, essuya ses yeux. Colt utilisa une pierre, brisa le cadenas. Il se cassa au troisième coup. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, enveloppé dans de la toile cirée, des documents, des cartes, des ordres, toutes les preuves que son grand-père avait promises. Une liste complète de l'unité Sagebrush, avec nom, grade, photographie, des ordres signés par le colonel Harding, tapés sur du papier à en-tête officielle, spécifique et accablant. Sable Silver Point, objectif élimination complète, méthode incendiaire et tir d'armes légères, survivante tolérance zéro, calendrier exécution immédiate, des cartes montrant le plan d'attaque, les positions de tir, les voies de fuite, les sites d'élimination des corps, et en bas, une liste, manuscrite, 96 noms, les habitants de Silver Point, chaque homme, femme et enfant recensés. Escoté de chaque nom, une annotation, soit éliminé, soit échappé. 43 marqués éliminés, 14 marqués échappés. Sarah prit la liste, lut les noms, son doigt traçant la page. Mary Pruitt, Emma Pruitt. Elle regarda Jack Rabbit. Toutes deux marqués éliminés. Jack Rabbit ferma les yeux, hocha la tête. Sarah continua de lire. Thomas Gray, 6 ans, éliminé. Rachel Wu, 14 ans, échappé. Samuel Cross, 42 ans, éliminé. Elle s'arrêta, regarda Colt. Samuel Cross, le Marshall Cross est de sa famille. Ça doit être ça, dit Colt. Fils peut-être, ou neveu. C'est pour ça qu'il nous a aidés, qu'il nous a laissé partir. C'est personnel pour lui aussi. Sarah plia soigneusement la liste, la remit dans la boîte avec les autres documents. Nous avons tout, dit-elle. Preuves, témoignages, non. C'est assez pour traduire Harding en justice. Colt ferma la boîte, la ramassa. Alors sortons d'ici. Ils remontèrent les escaliers dans la nuit. Les ruines gisaient silencieuses autour d'eux, monuments aux morts. Au bord de la ville, Jack Rabbit s'arrêta, regarda en arrière. Au revoir, Mary. Au revoir, Emma. Je m'assurerai qu'on se souvienne de vous. Je le promets. Ils montèrent sur leurs chevaux, se tournèrent vers l'est, vers la rédemption, vers la justice. Ils firent 50 yards avant que les cavaliers n'apparaissent. Chapitre 12. L'heure des comptes. 15 hommes à cheval disposés en demi-cercle, bloquant le sentier est, des torches tenues hautes, les flammes dansant dans l'obscurité. Et au centre, sur un étalon noir, les colonel Amos Harding. Il était plus vieux que ce à quoi Colt s'attendait, 70 ans ou plus, cheveux argentés, vêtements chers, un sabre de cavalerie pendant à son côté. Il était assis sur son cheval comme un homme qui avait passé sa vie en selle, mais son visage était décharné, la peau tendue sur les os, le visage d'un homme mourant. Sarah, Colt et Jack Rabbit s'arrêtèrent, encerclés, nulle part où fuir. Harding avança lentement son cheval, s'arrêta à 20 pieds. Sarah Morrow, dit-il, sa voix était rauque, comme du gravier glissant sur de la pierre. Que je sois damné, vous êtes vraiment un fantôme. Plus maintenant, dit Sarah. Harding sourit, sans chaleur, juste des dents. J'aurais dû vous tuer en 73, vous mettre une balle dans la tête au lieu de vous offrir une chance. C'était mon erreur, trop miséricordieux. Miséricorde, vous avez effacé ma vie, volé mon nom, m'avez fait disparaître, et vous auriez dû rester disparu. Au lieu de ça, vous revenez, déterré de vieux os, de vieux secrets, de vieilles erreurs. Il désigna la boîte que Colt tenait. Cette boîte que vous tenez, cette preuve que vous pensez me détruire, elle retourne dans le sol où elle appartient. Il y a un tribunal dans 6 jours à Fort Prescott, dit Colt, sa voix plus stable qu'il ne le sentait. Cette preuve y va. Votre nom sera consigné. Vos crimes seront exposés. Harding rit, dur et amer. Vous pensez que vous allez arriver à Fort Prescott, mon garçon? Je possède la moitié de ce territoire. Les juges, les officiers, les politiciens, vous pensez qu'un fusil rouillé et quelques vieux papiers changeront ça? Oui, dit simplement Sarah. Le sourire de Harding s'effaça. La vérité est ce que les puissants disent qu'elle est, Sarah. Vous auriez dû l'apprendre maintenant. La vérité est ce qui survit quand les puissants meurent, répondit-elle. Et vous êtes en train de mourir, Harding. Je le vois. Le cancer. Combien de temps vous reste-t-il? Sa mâchoire se serra.
Assez longtemps pour vous enterrer 3 fois. Il leva la main. Ses hommes dégainèrent leurs armes, les fusils pointés sur les 3 cavaliers. Dernière chance, dit Harding. Donnez-moi la boîte, partez, vivez tranquillement, ou restez, et j'ajouterai 3 noms de plus à la liste de Silver Point. La main de Sarah se déplaça vers son fusil, lentement et délibérément, pas tout à fait en train de le dégainer, juste prête. Vous allez nous tuer de toute façon, dit-elle. Vous ne pouvez pas nous laisser partir. Nous en savons trop. Harding haussa les épaules. Vrai, mais j'essayais d'être civilisé. Il baissa la main. Ses hommes levèrent leurs fusils. Colt ferma les yeux. C'était ça. C'était comme ça que ça se terminait. Puis de l'est, un son, un tonnerre de plus en plus fort, des sabots, de nombreux chevaux, se déplaçant rapidement. Harding se retourna. Ses hommes se retournèrent, tous regardant vers le son. Un nuage de poussière s'élevant au clair de lune. Des cavaliers émergeants, 20 d'entre eux, peut-être plus, se déployant à leur approche. À leur tête, le Marshal Cross chevauchant vite, un fusil à la main. Derrière lui, des soldats, des uniformes de cavalerie, des réguliers de l'armée de Fort Prescott. Ils s'arrêtèrent en ligne, faisant face aux hommes de Harding, armes prêtes. Cross avança son cheval, s'arrêta entre les 2 groupes. « Colonel Harding, dit-il, la voix forte et claire, j'ai des ordres du commandement territorial. Vous êtes sous le coup d'une enquête pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude foncière et violation des traités fédéraux. » Il désigna Sarah, Colt et Jack Rabbit. « Ces personnes sont sous ma protection, et cette preuve qu'ils transportent est une propriété fédérale. Vous ne la prendrez pas, vous ne les toucherez pas, et vous venez avec moi à Fort Prescott pour répondre à des questions. » Le visage de Harding était passé de confiant à incertain. Il regarda ses hommes. Ils étaient en infériorité numérique maintenant, moins bien armés. « Vous faites une erreur, Marshal, dit Harding. Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous ingérez, des conséquences que cela aura. »« Peut-être, dit Cross. Mais le nom de mon père est sur la liste des morts dans cette boîte. Samuel Cross, abattu dans la rue, à 42 ans. J'avais 12 ans quand il a disparu. Ils m'ont dit qu'il était mort dans un accident, un effondrement de mine. Je les ai crus. » Il se pencha en avant sur sa selle. « Jusqu'à il y a 3 jours, quand j'ai envoyé un télégramme à Washington, posé des questions, obtenu des réponses, découvert la vérité. » La voix de Cross était devenue froide. « Alors oui, je sais exactement dans quoi je m'ingère, et je me fiche éperdument des conséquences. » Harding le fixa, puis ses hommes, puis Sarah. « Ce n'est pas fini, dit-il. »« Si, dit doucement Sarah, c'est fini. » Harding tira brusquement sur ses rênes, tourna son cheval, partit vers l'ouest, retournant dans l'obscurité. Ses hommes suivirent, battant en retraite, vaincus pour l'instant. Cross s'approcha de Sarah, la regarda, quelque chose comme du respect dans les yeux. « Ça va? Ça va maintenant, dit-elle. Il regarda la boîte que Colt tenait. « C'est ça? La preuve? Tout. Ordre, liste, nom, signé par Harding, daté, officiel. » Cross hocha la tête. « Alors ramenons-vous à Redemption. Fort Prescott peut envoyer un détachement officiel pour vous escorter le reste du chemin. Je ne prends pas de risque. » Ils chevauchèrent vers l'est toute la nuit, 20 soldats de cavalerie les entourant, les protégeant. Derrière eux, les ruines de Silver Point s'estompèrent dans l'obscurité, mais la vérité qu'ils transportaient ne s'effacerait pas, ne serait pas enterrée à nouveau. On se souviendrait des morts, les noms seraient restaurés, et le colonel Amos Harding ferait enfin face à ce qu'il avait fait. Chapitre 13, le tribunal. Fort Prescott était situé sur une colline surplombant la vallée. Des murs en pierre, des bâtiments en bois, le drapeau américain claquant au vent, des soldats s'entraînant dans la cour, le bruit des bottes sur la terre battue, des ordres criés, la machinerie de l'ordre militaire. Ils arrivèrent le matin du 6e jour. Sarah, Colt, Jack Rabbit, escortés par le Marshal Cross et 20 soldats de cavalerie, la boîte de preuves sécurisée, protégée comme si elle était en or. La nouvelle s'était répandue. Les gens s'alignaient dans les rues à leur passage. Des citadins, des éleveurs, des mineurs, certains curieux, certains en colère, certains effrayés. Des chuchotements les suivaient. « C'est elle, le fantôme. On dit qu'elle a tué 50 hommes.
On dit qu'elle est venue accuser un colonel. On dit que l'armée a enterré toute une ville. Sarah chevauchait les yeux droits devant, ignorant les regards, les chuchotements. Elle avait vécu comme un fantôme pendant 22 ans. Quelques heures de plus n'allaient pas la briser. Le tribunal était prévu pour midi, dans 3 heures. Ils furent conduits dans des quartiers, eurent le temps de se laver, de manger, de se préparer. Colt était assis dans une petite pièce fixant la boîte de preuves. Tout se résumait à ça. Tout ce que son grand-père avait préservé, tout ce que Sarah avait porté, tout ce que Jack Rabbit avait survécu. On frappa à la porte. Son père se tenait là. Daniel Mercer, poussiéreux du voyage, fatigué, mais ses yeux étaient clairs. « Père, dit Colt, surpris, je suis venu dès que j'ai entendu. J'ai roulé sans m'arrêter. Je suis arrivé il y a 1 heure. » Daniel entra, ferma la porte, regarda son fils. « J'avais tort, dit-il simplement. J'avais peur. Pour toi, pour moi, pour ce qui arriverait si la vérité éclatait. Mais tu avais raison. Certaines choses valaient le risque. » Il plongea la main dans son manteau, en sortit une liasse de lettres, vieilles, jaunies par le temps. « Ton grand-père les a écrites à ta grand-mère avant de mourir. Il ne les a jamais envoyées. Je les ai trouvées après ses funérailles. Je les porte sur moi depuis. » Il les tendit à Colt. « Lise-les avant de témoigner. Elles t'aideront à comprendre ce qu'il a traversé, ce qu'il voulait. » Colt prit les lettres, ses mains tremblant légèrement. « Merci, dit-il. » Daniel hocha la tête, posa sa main sur l'épaule de son fils, serra une fois, puis partit. Colt ouvrit la première lettre, l'écriture de son grand-père, tremblante vers la fin de sa vie. « Ma très chère Élisabeth, je suis en train de mourir. Le médecin dit qu'il me reste des mois, peut-être des semaines. Le cancer est dans mes poumons, à cause des années passées à respirer la fumée de charbon et la poussière de métal. Une mort honnête pour un homme malhonnête. Je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 30 ans, mais j'étais trop lâche, trop effrayé de ce que tu penserais de moi. En 1870, j'ai aidé l'armée à assassiner 96 personnes. Je n'ai pas appuyé sur la gâchette, mais j'ai construit les fusils, chargé les munitions, fourni les outils du massacre. J'ai pris leur or. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires. Je me suis dit que j'étais juste un artisan, mais le sang a acheté cet or et je ne l'ai jamais lavé. Je laisse de la documentation, des preuves, cachées là où Colt les trouvera un jour, quand il sera prêt, quand le moment sera venu. Je prie pour qu'il soit plus courageux que moi. Je prie pour qu'il dise la vérité que j'étais trop faible pour dire. Dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que je l'aimais. Dis-lui que certains fardeaux valaient la peine d'être portés s'ils mènent à la justice. À toi pour toujours, Tobias. Colt le lut 2 fois, puis le plia soigneusement, le mit dans sa poche. Son grand-père avait porté ce poids seul, était mort avec lui l'écrasant, mais il avait laissé les outils de la rédemption, avait cru que la vérité finirait par compter. Colt ne le décevrait pas. À midi, le tribunal se réunit. La salle était comble, chaque siège occupé. Des gens debout le long des murs, des soldats, des civils, des journalistes venus d'aussi loin que Denver et San Francisco. Une longue table à l'avant, 5 officiers assis derrière, un juge territorial au centre, des insignes de grade de colonel sur ses épaules, cheveux gris, yeux durs. Il rappela la salle à l'ordre. Ce tribunal est convoqué sous l'autorité de l'armée des États-Unis et du commandement territorial. Nous sommes ici pour enquêter sur des allégations de conduite criminelle lors d'une opération classifiée connue sous le nom de Sagebrush. Date de l'opération, de 1870 à 1873. Il regarda la galerie. Que le procès-verbal indique que tous les témoignages donnés ici sont sous serment. Le parjure sera poursuivi avec la plus grande rigueur de la loi militaire. Il fit un geste vers Colt. Le tribunal appelle Colt Mercer. Colt se leva, se dirigea vers la table des témoins. Ses jambes semblaient être en eau, mais il y arriva, s'assit. Le juge le regarda. « Déclinez votre nom et votre lien avec cette enquête. Colt Mercer, armurier, petit-fils de Tobias Mercer, qui a servi d'officier d'approvisionnement pour l'opération Sagebrush. » Un murmure parcourut la galerie. « Et vous avez des preuves à présenter? »« Oui, monsieur. » Colt ouvrit la boîte de preuves, sortit les documents un par un. Il expliqua chaque pièce, d'où elle venait, ce qu'elle montrait, comment elle était liée.
le numéro de série du fusil, les registres du grand-père, le dossier de Silver Point, les ordres signés par Harding, la liste des 96 noms. Les officiers examinèrent chaque document, les firent passer le long de la table, leur visage s'assombrissant à chaque page. Quand Colt eut fini, le juge se pencha en avant. Ces documents, s'ils sont authentiques, montrent un meurtre prémédité à grande échelle, sanctionné par un commandant. Comprenez-vous la gravité de ce que vous présentez? Oui, monsieur. C'est pourquoi je le présente. Le juge hocha la tête. Vous pouvez vous retirer. Colt retourna à sa place. Ses mains tremblaient à nouveau, mais il l'avait fait. Les preuves étaient au dossier. Le tribunal appelle Elias Pruitt. Jack Rabbit se leva, se dirigea vers la table. Il semblait plus petit en quelque sorte, plus vieux, mais sa voix était stable quand il parla. Déclinez votre nom et votre lien avec cette enquête. Elias Pruitt, S., surnommé Jack Rabbit. J'étais un résident de Silver Point, territoire du Nouveau-Mexique, en février 1873. Le silence tomba sur la salle, complet et absolu. Dites-nous ce qui s'est passé. Jack Rabbit ferma les yeux, prit une inspiration, puis commença. C'était le soir, le 11 février. Ma femme Mary préparait le dîner. Ma fille Emma jouait dehors, 7 ans. Elle avait une poupée, l'emportait partout. Sa voix se cassa. Il la stabilisa. J'ai entendu des tirs, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu des gens tomber dans la rue, des bâtiments en feu. J'ai attrapé Emma, j'ai dit à Mary de courir. Nous avons atteint l'église, nous nous sommes cachés dans la cave avec peut-être 20 autres personnes. Il ouvrit les yeux, des larmes coulant sur son visage. La fusillade a duré des heures. Nous avons entendu des cris, entendu des gens supplier, entendu des enfants pleurer. Emma avait si peur, elle n'arrêtait pas de demander quand ça s'arrêterait, quand nous pourrions rentrer à la maison. Il essuya ses yeux avec le dos de sa main. Vers minuit, la fusillade s'est arrêtée. Je suis sorti, j'ai pensé que c'était peut-être fini, j'ai pensé que nous étions peut-être en sécurité. Il fit une pause. Ils attendaient. 3 soldats. Ils m'ont vu, ont commencé à tirer. J'ai couru, j'ai atteint le puits, j'ai sauté dedans, je me suis caché dans l'eau jusqu'au cou. Sa voix tomba à un murmure. J'ai entendu Emma m'appeler, je l'ai entendu crier, je l'ai entendu. Il ne put finir. Quand je suis sorti le lendemain matin, tout le monde était mort. Ma femme, ma fille, 41 autres. La ville était en cendres. Les corps étaient brûlés. J'ai enterré ce que j'ai pu trouver, puis j'ai fui. Il regarda les officiers. Je fuis depuis 22 ans, je bois pour oublier, mais je ne peux pas oublier. Je vois leur visage toutes les nuits, j'entends Emma m'appeler. Il se redressa sur sa chaise. Mais j'ai fini de fuir. Je suis ici pour dire leur nom, pour m'assurer qu'on se souvienne d'eux. Mary Pruitt, Emma Pruitt. Elles ont existé. Elles comptaient. Et elles ont été assassinées par des soldats suivant les ordres du colonel Amos Harding. La salle explosa, des voix criant, des gens se levant. Le juge frappa de son marteau. « Ordre! Ordre dans ce tribunal! » Le bruit s'apaisa lentement. « Monsieur Pruitt, vous pouvez vous retirer. Merci pour votre témoignage. » Jack Rabbit retourna à sa place. Colt posa sa main sur l'épaule du vieil homme. Jack Rabbit tremblait, mais son visage montrait quelque chose qu'il n'avait pas montré depuis des années. La paix. Le tribunal appelle Sarah Ennis Morrow. Sarah se leva. Tous les yeux de la salle la suivirent. Le fantôme, la légende, faites chair. Elle se dirigea vers la table, s'assit, son visage calme, ses mains stables. Déclinez votre nom et votre lien avec cette enquête. Sarah Ennis Morrow, ancien soldat, armée des États-Unis, désignation Sagebrush Sept, tireur d'élite, opération Sagebrush, de 1870 à 1873. Le juge se pencha en avant. Les archives montrent que vous êtes morte en 1873, accident d'entraînement. Pourtant, vous êtes assise ici. Expliquez. J'ai été déclarée morte pour cacher le fait que j'ai désobéi aux ordres, pour enterrer les preuves de ce qui s'est réellement passé à Silver Point. Dites-nous ce qui s'est passé. Sarah regarda la galerie, les visages qui l'observaient, puis elle commença. Elle leur raconta tout. Son recrutement, son entraînement, les missions, les ordres, la nuit à Silver Point. Elle leur parla de regarder à travers la lunette, de voir des enfants, de voir des familles,
de recevoir l'ordre de tirer. Elle leur parla de tirer des coups de semonce, de sauver 14 personnes pendant que 43 mouraient. Elle leur parla de la rage de Harding, du choix qu'on lui avait donné, de devenir un fantôme pour protéger les survivants. Elle parla pendant 20 minutes, sa voix ne faiblissant jamais, ses yeux ne quittant jamais le visage du juge. Quand elle eut fini, la salle était silencieuse. Le juge s'adossa. « Pourquoi vous manifestez maintenant? » Après 22 ans, Sarah rencontra ses yeux, parce que l'homme qui a donné ses ordres meurt confortablement dans son lit. Ses victimes reposent dans des tombes anonymes. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas l'honneur, c'est de la lâcheté se cachant derrière la classification. Elle se leva. « Je ne veux pas de médaille. Je ne veux pas d'honneur. Je veux juste que ces 96 noms soient consignés. Je veux que les 14 survivants sachent qu'ils peuvent parler en toute sécurité. Et je veux qu'Amos Harding fasse face à ce qu'il a fait avant de mourir. » Elle fit une pause. « Certains d'entre nous sont morts depuis 22 ans. Il est temps qu'on nous permette de revivre. » Elle s'assit. Le juge regarda les autres officiers. Une communication silencieuse passa entre eux. Puis il se retourna vers Sarah. « Le tribunal reconnaît votre service et votre sacrifice. Nous reconnaissons les circonstances extraordinaires dans lesquelles vous avez opéré et l'injustice de votre effacement des archives officielles. » Il se leva. Les autres officiers se levèrent avec lui. C'est la conclusion de ce tribunal que l'opération Sagebrush constituait un complot criminel, que l'assaut sur Silver Point était un meurtre, et que les survivants et les victimes méritent une reconnaissance et une restitution complète. Il regarda Sarah. « Votre dossier de service est par la présente réintégré, votre nom blanchi. Au nom de l'armée des États-Unis, nous vous présentons nos profondes excuses pour le tort qui vous a été fait. » Il fit un geste vers l'officier supérieur à la table, un colonel aux cheveux gris et aux médailles couvrant 3 guerres. Le colonel s'avança, se mit au garde à vous, leva la main pour saluer. Net, parfait, tenu. Le long de la table, les autres officiers se levèrent, un par un, tous levant la main, tous saluant. Dans la salle, les soldats suivirent, se levant, saluant, honorant une femme qui était morte depuis 22 ans. Sarah ne rendit pas ce salut, mais elle hocha la tête. Une fois. Reconnaissance. Le moment se prolongea. 10 secondes. 20. 30. Puis le juge baissa la main, les autres suivirent. Ce tribunal est ajourné. Les conclusions seront soumises au commandement territorial dans les 48 heures. Le colonel Harding a été convoqué à comparaître. S'il ne se présente pas, un mandat d'arrêt sera émis contre lui. Il frappa de son marteau. C'était fini. Chapitre 14. Des noms restaurés. Le colonel Amos Harding ne se présenta pas. Un mandat fut émis. Des marshals furent envoyés à son ranch. Ils le trouvèrent mort. Blessure par balle auto-infligée. Une note à côté de lui. « Je ne serai pas paradé devant mes ennemis. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. J'ai servi mon pays. J'ai suivi les ordres. L'histoire me jugera. Mais je n'attendrai pas son verdict. » Amos Harding. La note fut versée au dossier, classé avec les documents de Silver Point, faisant partie des archives permanentes. 3 semaines plus tard, une cérémonie eut lieu sur le site de Silver Point, là où les ruines se dressaient encore, là où les eaux reposaient encore. Un monument fut érigé, en granit de 8 pieds de haut, gravé de 96 noms, en mémoire des citoyens de Silver Point assassinés le 11 février 1873. Que leurs noms ne soient jamais oubliés. En dessous, la liste. Chaque homme, femme et enfant enregistré, honoré, commémoré. Mary Pruitt, Emma Pruitt, Samuel Cross, tous les autres. La cérémonie était modeste, 20 personnes, des survivants et leurs familles, des soldats, le juge, le Marshal Cross. Le Reverend Thorne parla. Une simple prière pour les morts, pour les vivants, pour une justice tardive mais finalement rendue. Jack Rabbit déposa des fleurs au pied du monument, s'agenouilla là longtemps, murmurant à des gens qui ne pouvaient plus entendre. Sarah se tenait à l'écart, regardant les noms, sa main reposant sur le granit froid. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous sauver tous. » Colt se tenait à côté d'elle. « Vous avez sauvé qui vous pouviez. Et maintenant, on se souvient d'eux grâce à vous. Grâce à votre grand-père aussi. Et à vous. Et à tous ceux qui ont refusé de laisser la vérité enterrée. »
Elle se tourna pour le regarder. Que ferez-vous maintenant? Retourner à Redemption. Pour un temps. Estime. La forge a toujours besoin d'être gérée. Mais mon père et moi parlons d'agrandir. Peut-être de prendre des apprentis. Enseigner le métier correctement. Avec honneur. Bien. Le monde a besoin de plus d'artisans honnêtes. Et vous? Sarah regarda vers l'ouest, vers l'horizon, vers les grands espaces. J'ai été un fantôme pendant 22 ans. Je pense que j'aimerais essayer d'être à nouveau humaine. Peut-être m'installer quelque part. Petite ville, calme, enseigner le tir de précision à des enfants qui veulent apprendre, transmettre des compétences sans la tuerie. Elle sourit, mince mais sincère. Ou peut-être que je vais juste errer, voir le pays que je n'ai pas pu voir pendant que je me cachais. Plus besoin de regarder par-dessus mon épaule. Plus besoin de fuir. Resterez-vous en contact? J'écrirai. Pas souvent, mais assez pour que vous sachiez que je respire encore. Ils restèrent en silence, regardant le soleil se coucher sur les ruines, sur le monument, sur les noms enfin restaurés. 6 mois plus tard, Colt Mercer se tenait dans sa forge, le soleil du matin entrant par les fenêtres, le feu brûlant régulièrement dans le foyer. Sur le mur au-dessus de l'établi, un fusil était suspendu. Le fusil de Sarah, le Sharps calibre 45-70, numéro de série SB 1847X, nettoyé et restauré. La rouille enlevée, le bois réparé, le métal brillant. En dessous, une plaque, simple, en laiton, lettres gravées, portée par Sarah Ennis Morrow, Sagebrush Sept, pour la défense de l'innocence, de 1870 à 1873. Des visiteurs venaient le voir parfois, posaient des questions, voulaient entendre l'histoire. Colt la racontait à chaque fois, sans jamais s'enlacer, sans jamais oublier un détail. Parce que certaines histoires devaient être racontées, certaines vérités devaient survivre. La porte s'ouvrit. Une jeune femme entra, peut-être 17 ans. Elle portait un fusil, vieux, usé, mais bien entretenu. « Pouvez-vous m'aider? » demanda-t-elle. Il appartenait à mon arrière-grand-père. Je veux apprendre à tirer avec correctement, pour l'honorer. Colt sourit. « Laissez-moi voir ça. » Elle le lui tendit. Il l'examina attentivement, vérifia l'arme du canon, le mécanisme, la crosse. C'est du travail de qualité. Votre arrière-grand-père en a pris soin. Il était soldat, a combattu pendant la guerre. N'en a jamais beaucoup parlé, mais il m'a laissé ça. A dit que ça signifiait quelque chose. A dit que je devrais apprendre ce que signifie porter une arme avec honneur. Colt posa le fusil sur l'établi. Regarda la jeune femme. Je peux vous apprendre, mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire sur une femme qui portait un fusil, qui a reçu l'ordre d'assassiner des innocents et qui a refusé. Il désigna le Sharps sur le mur. Parce que chaque arme a une histoire, et certaines de ces histoires valaient la peine d'être rappelées. La jeune femme regarda le fusil, la plaque Colt. « J'aimerais l'entendre, dit-elle. » Alors, il lui raconta. Tandis que le soleil du matin montait plus haut, que le feu de la forge brûlait régulièrement, que le monde extérieur continuait de tourner, il lui parla de Sarah, de Silver Point, de son grand-père, de la vérité enterrée et de la vérité révélée. Et quand il eut fini, la jeune femme se tenait là, silencieuse, réfléchissant. « Mon arrière-grand-père avait raison, dit-elle finalement. Ça signifie quelque chose de porter une arme avec honneur. Ça signifie tout, dit Colt. Cette nuit-là, Colt était assis sur le porche de sa maison, les étoiles au-dessus, le vent du désert soufflant frais et pur. Une lettre était arrivée cet après-midi de Californie. L'écriture de Sarah. Il l'ouvrit, lut à la lueur de la lanterne. Colt, je suis installé dans une ville appelée Mercy. Petit endroit, calme, des gens bien. J'enseigne le tir 3 jours par semaine, surtout des enfants, quelques adultes. Je leur parle de discipline, de responsabilité, de savoir quand ne pas appuyer sur la gâchette. Certains d'entre eux posent des questions sur Silver Point. Je leur dis la vérité, toute la vérité. Ils écoutent, ils apprennent. Les cauchemars sont moins fréquents maintenant. J'entends encore les cris parfois, je vois encore les enfants, mais je vois aussi les 14 qui ont vécu, qui ont des familles maintenant, qui sont heureux. Ça aide. Je suis retourné à Silver Point le mois dernier. Je me suis tenu devant le monument. J'ai lu les 96 noms à haute voix.
Ça a pris 1 heure, mais il méritait d'être prononcé. Jack Rabbit était là, sobre, les yeux clairs. Il aide à entretenir le site, s'assurant qu'il ne soit pas oublié. Votre père était là aussi. Il a apporté des fleurs, a dit qu'il honorait son père, a dit que Tobias serait fier de vous. Je pense qu'il a raison. Merci d'avoir cru une vieille femme avec un fusil rouillé. Merci d'avoir eu le courage que votre grand-père aurait aimé avoir. Merci d'avoir refusé de laisser la vérité enterrée. Certaines balles voyagent des décennies avant de trouver leur cible, mais elles la trouvent toujours. Portez-vous bien. Sarah. Colt plia la lettre, la mit dans sa poche. Les étoiles au-dessus étaient brillantes, infinies, indifférentes aux luttes humaines, à la souffrance humaine et à la rédemption humaine. Mais quelque part là-bas, 96 noms étaient gravés dans la pierre, commémorés, honorés, réels. Et quelque part en Californie, une femme qui était morte depuis 22 ans vivait enfin. C'était suffisant. Colt se leva, rentra. La forge aurait besoin d'être entretenue le matin. Du travail attendait, la vie continuait. Mais ce soir, il dormirait sans fantôme, sans culpabilité, sans secret, juste en paix. La vérité avait survécu, et c'était tout ce qui comptait.